160 pays signent ce vendredi à New York aux États-Unis d'Amérique un accord international destiné à ralentir le réchauffement de la planète avec l'espoir de maintenir l'élan donné par la conférence de Paris de décembre dernier. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus au siège de l'ONU, donc le président ivoirien Alassane Ouattara. En état de dégradation depuis plusieurs années, le CAFOB de Gagnon a aujourd'hui fier à lui, et cela grâce à des partenaires de l'école. Ils ont mobilisé environ 30 millions de francs CFA. Le chef de l'État canadien Idriss Déby Itno a été réélu pour un 5e mandat au premier tour de la présidentielle du 10 avril dernier avec 61,56% des voix selon les résultats provisoires publiés hier jeudi soir par la Commission électorale nationale indépendante. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons par les activités de la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, qui a remis ses rapports il y a de cela quelques jours au président de la République, Alassane Ouattara. Sur 874 056 dossiers de victimes réceptionnés, 316 954 ont été validés par la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, soit 557 102 dossiers rejetés. Pourquoi ces dossiers ont été rejetés? La réponse avec Traoré Mahamadou et Abiba Dambélé Saoué qui reviennent sur les résultats de ce rapport de la CONARIV. D'un côté, des victimes avérées. Elles sont au total 316 954. De l'autre, des victimes supposées, plus nombreuses que les premières, car au nombre de 557 102, soit 64% des dossiers réceptionnés par la CONARIV. Pourquoi ces 557 102 dossiers ont-ils été invalidés après enquête et vérification? Pour 5 motifs selon la CONARIV. Le premier, ce sont les doublons. Ils constituent 38,9% des 557 102 dossiers recalés sur le fichier unique consolidé. Deuxième motif, les dossiers déposés sans pièces jointes ou pour incohérence entre le récit et les faits. C'est 36,5% des dossiers recalés. Troisième motif d'invalidation, les formulaires mal renseignés ou inexploitables. Ils représentent 2,1% des dossiers rejetés. Quatrième raison évoquée, la fraude, 12,3% de cas d'espèces décelés par la CONARIV. Enfin, les personnes injoignables, ce dernier cas de figure représente 10,2% des 557 102 dossiers invalidés. Sur les 874 056 dossiers de victimes réceptionnés, seuls 316 954 ont échappé à ces 5 critères, donc ont été validés. Sur la nature des préjudices subis par ces 316 954 victimes, le rapport de la CONARIV est plus précis. Il relève 0,77% de cas de violence basés sur le genre, 8,45% de cas de blessures graves, 6% de meurtres et 85% de destruction de biens. Tous ces résultats prouvent la minutie avec laquelle ont travaillé les fins limiers de la CONARIV. Au final, c'est la Côte d'Ivoire qui dispose désormais d'un fichier unique consolidé et fiable des victimes des crises survenues entre 1990 et 2011. Un tournant majeur pour le pays dans son processus de réconciliation nationale piloté au plus haut niveau par le président Alassane Ouattara. Abiba Dambélé Saoué, nous vous le disions dans nos titres, plus de 160 pays signent ce vendredi à New York aux États-Unis d'Amérique un accord international destiné à ralentir le réchauffement de la planète avec l'espoir de maintenir l'élan donné par la conférence de Paris de décembre dernier. Une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement sont attendus au siège de l'ONU, donc le président ivoirien Alassane Ouattara. Ouattara. 2015 a été marqué par 2 événements importants pour l'avenir de la planète. L'adoption en décembre de l'accord de Paris au thème de la 21e conférence sur le climat, la COP21. Un accord ouvert à la signature au siège des Nations Unies à partir de vendredi, et cela pour une durée d'1 an. Il s'agit maintenant que les États puissent signer formellement leur adhésion à cet accord de Paris. Le président est là, il va faire la signature. Une fois que nous serons rentrés au pays,
il va y avoir donc la ratification de l'accord de Paris. Mais même par rapport à l'accord de Paris, la Côte d'Ivoire a également aussi une feuille de route. Nous avons déjà fait la restitution de l'accord de Paris. En ce sens qu'en Côte d'Ivoire, nous avons invité les pays de la sous-région pour être sûr que nous avons tous compris la même chose. Ensuite, la Côte d'Ivoire a fait la présentation de sa feuille de route. Donc après cette restitution, nous arrivons donc au fait que nous devons faire en sorte que cet accord de Paris se traduise dans les faits. Pour qu'il se traduise dans les faits, il faut que ce que nous avons mis dans notre document indici puisse être réalisé. Et c'est en cela que le point important de notre feuille de route, c'est l'identification des projets structurants, secteur par secteur, qui permettent donc d'atteindre nos objectifs que nous avons décrits dans les indices que nous avons envoyés aux Nations Unies. L'autre fait marquant de l'année 2015, l'adoption en septembre d'un nouveau programme de développement durable, articulé autour de 17 objectifs mondiaux et 169 cibles en vue de mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et l'injustice à l'horizon 2030. Une assemblée générale de l'ONU se tient depuis ce jeudi 21 avril pour plancher sur la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, nous avons mis en place une feuille de route. La première chose sera que nous puissions sensibiliser toutes les parties prenantes, l'État, c'est-à-dire le gouvernement, les collectivités territoriales, mais également aussi le secteur privé, la société civile, les femmes, les jeunes, toutes les composantes doivent être prises en compte et doivent participer à ce processus de sensibilisation. Ensuite, ensemble, nous avons 17 objectifs. Il faudra qu'on les priorise. Une fois qu'on aura priorisé ces objectifs, nous avions déjà une stratégie nationale de développement durable. En fonction de ces priorités, nous allons actualiser notre stratégie nationale de développement durable. Une fois qu'on aura actualisé cette stratégie nationale de développement durable, on va faire des recoupements avec le PND qui existe déjà. Donc, à l'occasion de l'évolution du PND en 2018, nous allons faire le verdissement de ce PND qui va donc tenir compte véritablement des objectifs du développement durable. Le nouveau programme est basé sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement OMD adoptés en 2000. Les objectifs du développement durable vont permettre d'achever les chantiers des objectifs du millénaire pour le développement de façon inclusive. Revenons en Côte d'Ivoire pour parler des conflits intercommunautaires. La résurgence de ces conflits intercommunautaires emmène le gouvernement ivoirien à adopter une approche originale de règlement et de prévention. À l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, un séminaire s'est ouvert sur le sujet hier à Grand-Bassam en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Thomas Gessambi. De Vavois à Suefri, en passant par Bouna et bien de localités du pays, la résurgence de conflits communautaires constitue une problématique essentielle et un vrai défi pour le gouvernement ivoirien. Ce défi-là, l'équipe gouvernementale veut le relever par une approche globale et participative. À l'initiative du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, une rencontre de réflexion et d'échange. Administration préfectorale, forum de guides religieux, chambre de rois et chefs traditionnels, partenaires au développement, ONG répondent à l'invitation du gouvernement pour plancher sur les conflits liés à la dévolution du pouvoir dans la chefferie traditionnelle, conflits liés aux ressources foncières en milieu rural, conflits culturels et religieux. Partie prenante à la rencontre, les ministres des Ressources animales et halieutiques, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes préconisent dans l'urgence pour leur part la création d'agences dédiées à l'élevage et un Conseil national de la paix pour la mise en œuvre des politiques arrêtées. Maître d'œuvre du séminaire, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, en saluant l'implication du chef du gouvernement dans la dynamique, exhorte les participants à faire preuve d'ingéniosité et de réalisme. Monsieur le Premier ministre, le thème de ce séminaire nous engage à faire en sorte que nos populations puissent vivre dans la paix et la sécurité. Les conséquences des conflits communautaires sont aussi graves, sinon souvent plus graves que les attentats terroristes. C'est pourquoi c'est important qu'ici même à Bassam, nous venions
trouver des solutions pour éviter cela. Daniel Kablan-Duncan, en intervenant à ce rendez-vous de Grand Bassam, ne dit pas autre chose que mettre en relief les attentes du gouvernement. Mesdames et messieurs les participants, le gouvernement place beaucoup d'espoir en vos travaux. Vos recommandations et conclusions devraient conduire à adopter des stratégies et de prendre des dispositions efficaces qui permettent d'apporter des solutions pérennes et efficaces à la problématique globale des conflits communautaires. Le séminaire qui se tient sur 2 jours compte aussi s'enrichir des expériences d'ailleurs pour bâtir une approche beaucoup plus efficace. Autre sujet dans cette édition, la loi de programmation militaire 2016-2020 était au centre d'un atelier initié par le ministère chargé de la Défense, intitulé « Atelier pour la mise en œuvre de la loi de programmation militaire ». Objectif, permettre aux forces armées une meilleure appropriation pour une mise en œuvre de la dite loi. Abou Sanogo. La Côte d'Ivoire dispose d'une loi de programmation militaire couvrant la période 2016 à 2020, votée le 5 janvier 2016 à l'Assemblée nationale. C'est un instrument de réforme profonde de l'outil de la défense. Cette loi de programmation militaire va permettre de déterminer les ressources humaines des forces armées de Côte d'Ivoire. Au cours du présent atelier de restitution des travaux relatifs à la dite loi de programmation militaire, les 109 participants, tous issus des différentes composantes de l'armée, devaient déterminer les actions de mise en œuvre, les délais de réalisation et mentionner les coûts en conformité avec la dite loi. La restitution des travaux s'est faite en présence du ministre chargé de la Défense, Alain Richard Donvaï. Ils ont fait un travail très précis, mais qui a besoin bien sûr d'être poursuivi, pour que d'ici la fin du mois, nous puissions mettre en œuvre cette loi de programmation, c'est-à-dire au niveau des textes qu'il y a à prendre, au niveau des infrastructures qu'il y a à construire, et puis surtout au niveau des ressources humaines qu'il faut adapter pour passer des effectifs qui nous sont assignés à l'horizon 2020. Pendant 2 semaines, les participants, dans le souci d'une meilleure appropriation de la loi, ont réfléchi par groupe de travail constitué sur plusieurs thématiques, notamment les ressources humaines, les infrastructures, l'équipement, l'organisation et le financement. La loi de programmation militaire comporte 20 articles. Développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Il en a été question lors des cafés de la science, une tribune d'échange qui a lieu tous les premiers vendredis de chaque mois. La première édition a eu lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On en parle avec Patricia Omo-Etia. Ambiance conviviale, prédisposant à l'échange de réflexions et d'idées autour d'une tasse de café, d'où le nom « Les cafés de la science ». Tribune d'échange entre scientifiques et experts sur le développement de la recherche scientifique en Côte d'Ivoire, un domaine que veulent vulgariser les acteurs à travers cette plateforme. Il y a beaucoup d'avancées en Côte d'Ivoire, mais je pense que les chercheurs sont un peu trop discrets. Ils ne publient pas leurs résultats et je pense que ça, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée de pouvoir nous exprimer et puis de porter à la connaissance de la communauté nationale, mais aussi de la communauté internationale des activités et des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est de faire à la fois un lieu de rencontre entre chercheurs pour que tout le monde discute, tout le monde échange, mais également après rencontre d'une manière plus formelle donc d'autres institutions de recherche. Donc ça sera la présentation, à chaque fois il y aura une présentation recherche, et également un institutionnel, un bailleur de fonds pour pouvoir savoir les opportunités de financement des futurs projets. Des échanges entre acteurs de la recherche pour un programme qui vise à émanciper l'esprit entrepreneurial des scientifiques. Un forum organisé et soutenu par des partenaires tels que l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire et l'Institut de recherche pour le développement avec la mise en œuvre du C2D, le contrat de désendettement et de développement. J'insiste là-dessus, dans une nouvelle dimension qui est celle de la rencontre et de l'amélioration de la recherche par le partage de ces différents éléments. Les tribunes pour parler de recherche scientifique sont rares dans nos contrées. Donc le fait qu'ils instituent chaque premier vendredi du mois ces cafés de la science, ça sont importants pour nous, pour les chercheurs en général et les enseignants-chercheurs également en particulier, pour divulguer leurs produits de la recherche. Les cafés de la science, phénomène qui apparaît dans les années 90 à l'instar des cafés philosophiques et des cafés littéraires.
Tu as un projet, j'ai de l'argent, entreprenons ensemble. C'est le thème de la CEJCI Academy 2016 qui débute ce vendredi. Avant cette rencontre de renforcement des startups, les dirigeants de la CEJCI Academy mettent en lumière les enjeux de l'édition 2016. Noël Gagnon. La Côte d'Ivoire, l'île Maurice, deux réalités économiques. Une grosse de potentialités, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dispose de fondamentaux économiques solides, caractérisés par une croissance économique annuelle de 9%, mais un taux d'investissement par rapport au PIB de 20%. Des exportations en hausse de 7,6% en 2015, une croissance de 10,6% de la consommation en 2015, un déficit budgétaire public de 2,9% du PIB en 2015, et un ratio d'endettement de 41,3% du produit intérieur brut. L'autre, plateforme financière de renommée internationale. Passer d'une économie principalement agricole à une économie aujourd'hui très diversifiée. Aujourd'hui, l'agriculture représente moins de 4% du PIB. À l'inverse, le secteur manufacturier contribue à 16% du PIB. Les services financiers à 10%. Le tourisme à 7% et le TIC à 6%. Mettre un pont entre ces deux économies pour le bonheur des parties, voilà le sens de ce partenariat gagnant-gagnant qui prend du relief avec cette 5e édition de CEJCI Academy et renforcée par un principe. Quand on veut aller loin, on s'inspire du meilleur. Visibilité de ces meilleurs, la délégation mauricienne conduite par son vice-premier ministre est forte de personnalités mauriciennes, mais aussi d'opérateurs économiques de renom du continent. Le Nigérian Chris Kiribou et le Kenya Tony Elu Melu et du reste du monde. Des panels vont meubler ce rendez-vous économique sur 2 jours. Mais avant, que peut-on retenir des éditions précédentes? Morceau choisi. En 2015, le thème entrepreneur ou homme d'affaires a été retenu. La CEJCI, à travers ce forum, a fait un plaidoyer pour la poursuite des réformes relatives à l'amélioration des climats des affaires. Par rapport à ce point et par rapport au cadre des incitatifs des investissements, des réformes structurelles sectorielles importantes ont été engagées. Constat, le passé est éloquent. Il faut poursuivre avec un objectif essentiel. En attendant, les conclusions de ce vendredi, les réussites économiques africaines, le Nigérien et le Kenya, ont été primés pour leur contribution à l'essor économique de l'Afrique. Elle est tout à fait autre chose à présent. Depuis mercredi dernier, Abidjan abrite le 30e congrès des dermatologues francophones. Ces assises ont pour objectif de contribuer au rayonnement de la dermatologie africaine. Au centre des débats, la dépigmentation et les spécificités de peau noire ainsi que les maladies de peau dites émergentes. Serge Colliard. Malgré les nombreuses mises en garde des spécialistes de santé et même les mesures d'interdiction des dirigeants, la dépigmentation continue de faire recette en Afrique. Pourtant, de nombreuses complications menacent les personnes qui s'adonnent à cette pratique. À l'occasion de son 30e congrès, l'Association des dermatologistes francophones se penche une fois de plus sur la question. Comment minimiser les risques liés à ce phénomène à défaut de l'endiguer totalement? On est impuissant devant la volonté de ces femmes qui ne veulent pas de leur teint. Dire qu'on va supprimer la dépigmentation provoquée, c'est difficile. Parce que quand on les voit, elles ne veulent jamais laisser ce traitement. Même malgré toutes les complications qu'elles présentent, elles te diront tout, mais je ne veux pas noircir. Donc c'est trouver la solution qui est un peu moins agressive que ce qu'elles utilisent actuellement et donner quelque chose. Les dermatoses émergentes et réémergentes, spécificités dermatologiques sur peau noire, ce sont quelques-uns des thèmes au centre de ce cadre d'échange scientifique. Une centaine de médecins, pharmaciens, responsables de laboratoires, infirmiers, sages-femmes et autres agents de santé, tous spécialistes de la peau, participent à ce congrès qui se tient du 20 au 23 avril à Abidjan. Au-delà des réflexions, ces assises organisées par la Société ivoirienne de dermatologie et de vénérologie visent à renforcer les liens entre les dermatologues du monde francophone.
Le chapitre éducation de cette édition, la direction régionale de l'éducation nationale de Soubré vient d'organiser une journée carrière à l'intention des élèves de la promotion 3e et terminale. Objectif, les orienter sur les perspectives d'embauche, les possibilités de carrière et les stratégies de mise en valeur d'un diplôme d'études sur le marché de l'emploi. Honorine Kakoubla, Anigori. Il s'agit pour les élèves de Soubré de découvrir les différentes offres de formation que leur proposent les corps de métier et les opportunités d'emploi directes et indirectes que peut leur offrir le marché de l'emploi. C'est pourquoi le président du comité d'organisation de cette journée carrière, Jean-Marie Yoboué, a invité les élèves à travers le thème « S'informer pour mieux choisir » à élargir davantage les champs de perspection des filières et des métiers. Le maire de la commune de Soubré, Lassina Traoré, a quant à lui invité les apprenants à toucher du doigt le sujet de l'employabilité. Ce sujet vise à former des citoyens, à faire partager une culture et à socialiser. Pour finir, le parrain de la cérémonie, Michel Nian, a exigé des élèves le respect des valeurs que sont le travail sans relâche, l'honnêteté et la politesse, et ce, pour réussir dans leur carrière. Deuxième grand titre de cette édition, en état de dégradation depuis plusieurs années, le CAFAP de Gagnoa a aujourd'hui fier à lui, et cela grâce à des partenaires de l'école. Ils ont mobilisé environ 30 millions de francs CFA pour réhabiliter l'établissement. Découvrons le nouveau visage du CAFAP de Gagnoa avec Hassan Khan et Abdul Kader Sugodogo de RTI Boaké. Des images qui illustrent bien l'état de dégradation avancé de la salle des professeurs, de la bibliothèque, de la salle polyvalente. Bref, nous sommes en 2011 au Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Gagnoa. Aujourd'hui, le CAFOP a fier allure. Une métamorphose à mettre à l'actif du directeur actuel du CAFOP. Sa poitrine marque déjà la reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale avec sa médaille d'officier dans l'ordre de l'Éducation nationale. Dans sa politique managériale, il a su impliquer ses collaborateurs et surtout les élèves instituteurs. Nous nettoyons nous-mêmes parce que c'est nous, c'est notre affaire à nous et c'est notre environnement à nous. Le directeur du CAFOP de Gagnoa dévoile le secret de sa politique. Nous nous sommes engagés dans le partenariat public-privé. Dans un partenariat gagnant-gagnant. On leur donne quelque chose, eux ici, ils nous offrent quelque chose. Nous continuons d'aller vers les cadres pour qu'ils puissent nous aider. Les partenaires, les autorités éducatives et administratives saluent cette politique managériale qui devrait faire école. Le CAFOP de Gagnoa était en détresse. Elle n'a pas hésité un seul instant. Surtout que le directeur du CAFOP est un battant qui nous a tendu la main. Au niveau du CAFOP, elle a créé une ambiance au sein de tous les acteurs qui sont là-bas, qui a fait en sorte que chacun s'est senti concerné. C'est un monsieur qui allie fort harmonieusement l'orthodoxie administrative et l'agressivité commerciale qui sied aux structures ayant une gestion de type privé. Occasion pour une délégation du projet d'urgence d'appui à l'éducation de base PUAEB de se rendre compte des réalisations effectuées. Des difficultés demeurent encore, celles de l'eau courante. Le CAFOP de Gagnoa est alimenté jusqu'à ce jour par la citerne de la Sodeci. Les phases éliminatoires pour l'édition 2016 du FENAC Miss, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, ont débuté. C'est une compétition pour détecter des talents culturels et artistiques. 8 établissements de la direction régionale de l'éducation nationale de Boaké 2 se sont affrontés. C'était en présence de Geneba Ouattara et Amadou Ouattara de RTI Boaké. C'est reparti pour le FENAC Miss, le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire. Ce concours du ministère de l'Éducation nationale met en compétition les établissements primaires et secondaires dans plusieurs disciplines. Théâtre, chant choral, poésie, danse, cuisine, dessin-peinture, cinéma, photographie. Pour cette année,
Le grand journal est l'innovation du FENAC-MIS qui a pour thème « École obligatoire et entrepreneuriat, levier de la construction de l'Ivoirien nouveau ». L'ouverture des phases éliminatoires a eu pour cadre le foyer des jeunes de Koko. Étaient à l'épreuve 8 établissements de la direction régionale de l'éducation nationale Bouaké 2. Le FENAC-MIS vise à détecter de nouveaux talents. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers la direction de la vie scolaire, a bien voulu faire de la sensibilisation en permettant que le commissariat général du FENAC-MIS introduise dans sa thématique donc le thème sur l'entrepreneuriat et l'école obligatoire comme 2 leviers très importants pour la formation de l'Ivoirien nouveau. Les meilleurs groupes de la draine de Bouaké 2 seront opposés à ceux des directions régionales de l'éducation nationale de Bouaké 1 et de Katiola à la phase régionale dite phase de zone. Phase à l'issue de laquelle les groupes retenus vont participer à la grande finale nationale prévue pour se tenir à Bouaké au mois de juillet 2016. Et parlons maintenant de Gouéya, qui est une localité située dans le département de Kaniasso. Ce village vient de bénéficier de nombreux investissements grâce au PPU. Les populations reconnaissantes ont décidé de dire merci au président de la République, Alassane Ouattara. Thérèse Tapeyogoué. Gouéya est un village dans le département de Kaniasso. Ce village a bénéficié depuis plusieurs années d'infrastructures socio-économiques grâce au programme présidentiel d'urgence. L'électricité, un château d'eau, plusieurs bâtiments scolaires. Pour compléter les investissements du programme présidentiel d'urgence à Gouéya, le conseil régional du Folon y a construit un centre de santé, un logement d'infirmiers et un marché couvert. Les populations de Gouéya, pour toutes ces réalisations en leur faveur, ont dit merci au président Alassane Ouattara à travers une journée dite journée de reconnaissance. Cette région n'avait pas eu de développement ciblé depuis plus de 35 ans. Mais depuis l'arrivée de son Excellence le Président de la République, nous avons constaté vraiment un fort taux de développement dans tous les secteurs. Fort de cela, que la population m'a chargé de transmettre un message au sous-préfet afin de le transmettre au gouvernement. Le sous-préfet de Manandiara Sokorani a demandé à la population de tout mettre en œuvre pour barrer la route au terrorisme via leur village, distant seulement d'une vingtaine de kilomètres de la frontière malienne. Les informations que nous avons reçues, les terroristes seraient des Maliens. Nous sommes très proches du Mali et nous avons des appréhensions dans ce sens. Déjà, à notre niveau, au niveau des villages, nous avons mis des comités de vigilance pour que, s'il y a des suspects, on puisse les signaler rapidement. Quant à Seindou Cissé, il a invité la population à s'abonner massivement pour bénéficier des bienfaits de l'électricité et améliorer leurs conditions de vie. De culture, on en parle maintenant, plus précisément du Festival des musiques urbaines d'Anoubabo qui se poursuit ici à Abidjan en marge des spectacles. Il y a des rencontres professionnelles, une conférence débat sur l'avenir de la musique en Afrique et ses nouvelles réalités économiques s'est tenue mercredi dernier. Un concours a également été organisé pour détecter des talents au sein des jeunes promoteurs culturels. À l'issue de ce concours, c'est une jeune fille venue du Ghana qui a remporté le super prix. Nous y reviendrons. Voilà, nous y reviendrons à 20h. Et cette note triste, décédée le 11 avril dernier, une veillée funéraire s'est tenue hier jeudi à Ivosep à la mémoire de Mamadou Ben Soumaoro, une cérémonie qui est intervenue un jour après le rapatriement de son corps d'Accra. Parents et amis de Mamadou Ben Soumaoro, ancien journaliste et ex-député de Bako, lui ont rendu un ultime hommage. Demain pour RTI1, Michel Digré. Mesdames, Messieurs, il est 20h30, le journal est terminé. Ainsi va le monde. Ainsi aimait-il clore ses journaux télévisés. Il est 20h30, ainsi va le monde. C'est la phrase qui met également fin à la veillée funéraire en l'honneur de Mamadou Ben Soumaoro. 2 heures plus tôt, les parents et amis étaient à Ivosep pour rendre un ultime hommage aux disparus. Même si la douleur de la mort était grande, la cérémonie fut par moments festive, car l'homme aimait la vie.
Ils étaient nombreux à se succéder au pupitre pour saluer la mémoire du défunt de Waraba. Personne dans ma génération, parmi les derniers, on ne disait pas son nom. Mais on avait un petit code que Fulgence Cassis nous avait montré. C'est ce qu'on utilisait pour annoncer qu'il arrivait. C'est le numéro d'immatriculation de sa voiture. Une Mercedes. Donc quand on disait Z1000 arrive, personne dans la cour ne pouvait s'arrêter sur le passage de Z1000. Chacun devait faire quelque chose. Que ses enfants retiennent de lui qu'il était un homme, un grand homme avec H, qui a travaillé pour une jeunesse épanouie, ouverte sur l'extérieur, travailleuse et soucieuse du devenir de la Côte d'Ivoire. Que son âme repose en paix. Je vous demande une standing ovation pour Ben Soumao. Nous allons terminer avec cette information. Le chef de l'État acadien Idriss Déby Itno a été réélu pour un 5e mandat au premier tour de la présidentielle du 10 avril dernier avec 61,56% des voix selon les résultats provisoires publiés hier jeudi soir par la Commission électorale nationale indépendante. Le chef de l'opposition Saleh Kebzabo arrive en deuxième position avec 12,80% des voix. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.